Bonsoir. Bienvenue, j'espère que vous m'entendez. Bien, on va démarrer gentiment. Donc juste quelques informations en préambule. Donc la conférence est enregistrée, donc pour les retardataires ou pour ceux qui vont pas tenir jusqu'à la fin, mais il y aura la possibilité de la regarder à nouveau. Donc je vous enverrai les liens, puisque vous êtes inscrits, je vous enverrai les liens pour regarder le replay. Pour les courageux qui vont tenir jusqu'à la fin de cette conférence, qui j'espère durera à peu près 1h30, donc vous aurez la possibilité de télécharger la présentation que je vais faire ce soir. Donc ça, c'est un cadeau. Et puis pour les plus courageux, en effet, il y aura une offre irrésistible en fin de présentation, mais je vous en dirai plus à la fin. Donc bienvenue. Voilà, il y a à peu près plus de 200 inscrits à la conférence ce soir. Bon, tout le monde ne sera pas présent, je le sais, mais en tout cas, de nombreux inscrits. Donc c'est très sympa. Alors, on va parler culture Lean. Bon, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent peu, je vais faire quelques rappels. Donc, il y a probablement des choses que vous savez déjà. Donc, le Lean, à quoi ça sert? Le but est assez simple, hein. Il est multiple. On recherche la meilleure qualité, les coûts les plus bas, les délais les plus courts, hein, les délais de traitement, la meilleure sécurité possible et la plus haute éthique. Donc, tout d'abord, merci et félicitations pour votre participation à cette conférence. Aujourd'hui, ce que vous allez apprendre, c'est ce que c'est la culture Lean. Ça, hein, évidemment, c'est mon point de vue. À quoi ça peut servir? Pourquoi c'est important pour vous et pour votre entreprise, surtout à notre époque, surtout maintenant. La philosophie sous-jacente à la culture Lean et puis les outils de base nécessaires que vous devriez utiliser tous les jours. Donc, préparez-vous à prendre des notes parce qu'il y a énormément d'informations que je vais communiquer ce soir. Je pense que c'est intéressant de prendre des notes et ça va vous aider pour la relecture de la conférence pour plus tard. Alors, j'ai d'abord quelques questions pour vous. Est-ce que vous constatez un certain nombre de gaspillages? Est-ce que vous en avez assez de voir tous ces gaspillages dans votre travail tous les jours? Est-ce que vos collaborateurs, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous vous sentez inefficace, parfois impuissant, vous travaillez dans le stress, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vos clients ne sont pas satisfaits, vous n'êtes pas satisfait de la qualité de votre travail, vous ne vous épanouissez pas dans votre travail, vos collaborateurs ne s'épanouissent pas dans le travail. Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, on va pouvoir continuer ce soir. Sinon, tout va bien pour vous, je pense que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Alors, un rappel, les différents types de gaspillage, puisqu'on parle de gaspillage, c'est quoi les gaspillages? En quoi ça consiste? Donc ça, c'est un des fondements de la méthodologie Lean, hein. La méthodologie Lean vise à éliminer les 8 formes de gaspillage que sont la surproduction ou la suractivité, puisqu'on n'est pas, vous n'êtes pas forcément dans une activité de production. Suractivité, c'est-à-dire on fait trop de choses par rapport à ce que le client a besoin. Le surstockage, donc c'est une conséquence un peu de la surproduction, c'est-à-dire que finalement on finit avec trop de choses, trop de papier, trop de stock, et puis ça dort, et puis vous savez tous que le stock, c'est de l'argent qui dort. Les défauts, des déchets, des problèmes de qualité, ça c'est un énorme gaspillage. Faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le client, donc des étapes sans valeur ajoutée, des délais, des temps d'attente, des déplacements inutiles, c'est-à-dire que vous, vos collaborateurs, vous passez votre journée à vous déplacer, à marcher, à aller dans des endroits, et peut-être ça pourrait être réduit. Des transports, donc là on parle de marchandises, hein, ou de matières premières, les transports inutiles. Et enfin le 8e, ce qu'on appelle le manque de créativité ou la sous-utilisation des compétences, qui de mon point de vue est le pire de tous les gaspillages puisqu'il génère énormément de frustration dans les entreprises. Alors d'abord, qui je suis? Donc, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous me suivent depuis déjà un certain temps.
Donc, j'ai un travail. Hein, ce soir, ce que je fais, c'est en complément de mon travail, mais j'ai un travail salarié. Je suis manager de production. Donc, j'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie des high-tech et en milieu hospitalier. Donc, les deux ne sont pas du tout complémentaires, mais ça s'est passé comme ça dans mon cursus professionnel. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler en France, aux États-Unis, au Canada, à Singapour et en Suisse. Actuellement, donc, je suis chef de service de la stérilisation centrale dans un grand centre universitaire hospitalier en Suisse. Je suis expert en ligne. J'ai créé le site leLeanManufacturing.com, le magazine mensuel Culture Lean et la boutique du Lean. Je suis aussi conférencier international. Là, vous voyez une photo de moi en conférence l'année dernière à Brisbane, en Australie. J'ai fait d'autres conférences l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. Hein. Je suis allé en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Australie, entre autres. Et puis, j'ai écrit quelques livres de vulgarisation du Lean et de nombreuses formations. Donc, les livres, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc, voilà pour moi, pour ma présentation. Alors, revenons sur le Lean. Qu'est-ce que c'est que le Lean? Le Lean, c'est la version occidentale du système de production Toyota. Donc, c'est vraiment issu de la production Toyota au Japon dans les années 50. Ça repose sur l'élimination des gaspillages dans les processus. Donc ça, c'est important, les gaspillages, les processus. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure, trop de stock, trop de stock de produits finis, trop de déchets, les délais, etc. Donc, on a parlé, les gaspillages. Le Lean, ça c'est hyper important, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, n'a pas pour objectif la réduction du nombre d'employés. On en reparlera à la fin, mais en effet, si vous voulez mettre en place du Lean ou utiliser les outils du Lean, mais pour réduire la masse salariale, alors c'est que vous n'avez rien compris, et c'est ce qui fait que le Lean a une très mauvaise réputation dans certains pays, parce que certains employeurs ont utilisé les outils très puissants, qui marchent, qui fonctionnent, et je vais vous démontrer comment tout à l'heure, pour réduire leur masse salariale. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif à la base, et c'est une façon détournée de l'utiliser, que je ne cautionne pas. Le Lean, ça vise à augmenter la capacité de production ou de service en réduisant les coûts et les temps de cycle. Le Lean s'appuie sur la compréhension des besoins des clients. Donc, les apports du Lean, c'est une réduction des stocks, des temps de production, une meilleure qualité, moins de dommages et d'obsolescence, et une plus grande flexibilité grâce à une organisation orientée processus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la culture Lean. Comment la culture Lean a transformé mes organisations avec succès à chaque fois. Je vais vous montrer les outils que j'utilise, que j'ai utilisés et que j'utilise encore maintenant, et je vais vous montrer comment la culture Lean peut transformer votre travail et votre entreprise. Alors, on va parler du système de production Toyota, ce qu'on appelle le TPS, et puis les 14 principes. Donc là, il y a un bouquin qui s'appelle le modèle Toyota, les 14 principes qui feront la réussite de votre entreprise, de Jeffrey Liker, donc il existe en français, qui reprend, donc là c'est une sorte de résumé, qui reprend ces 14 principes, représentés par cette pyramide. Donc on va voir dans le détail ces 14 principes pour bien comprendre de quoi il est question. Alors tout d'abord, c'est une philosophie à long terme. Le principe 1 est le plus important. Il faut fonder vos décisions sur la philosophie à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court terme. Alors déjà, là, je vais en choquer plus d'un, puisqu'on sait très bien qu'on fait la course au profit, la course au profit à court terme. Le Lean, c'est l'opposé de ça. L'idée de base, on met en place une philosophie qui privilégie le long terme. Donc l'idée, c'est de guider l'entreprise vers un but commun au-delà du profit. Le profit, finalement, c'est qu'une conséquence. Votre mission philosophique, c'est le fondement de tous les autres principes. Générer de la valeur au bénéfice du client, de la société et de l'économie, pour ainsi enclencher une responsabilité sociétale. Après, la deuxième partie de la pyramide, le bon processus produira forcément des bons résultats. Donc là, il y a plusieurs principes sous-jacents. Le principe 2, organiser des processus en flux pièce à pièce pour mettre au jour des problèmes. Donc là, évidemment, on parle de production, on peut aussi, que ce soit n'importe quelle activité, l'idée, c'est d'organiser votre activité en processus et le découper en petits morceaux. Créer un flux pour faire circuler rapidement des matières et l'information, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, mais aussi relier les processus et les hommes de manière à faire apparaître immédiatement les problèmes.
Le principe 3, utiliser des systèmes tirés pour éviter la surproduction. Donc, on ne pousse pas l'activité, on la tire, c'est le client qui la tire. Fournissez à vos clients ce qu'il leur faut, au moment où il le faut et dans la quantité qu'il faut. Un des maîtres créateurs du Lean Manufacturing, c'est Taishi Ono, et il disait « Plus une entreprise a de stocks, moins elle a des chances d'avoir ce qu'il faut. » Rien de pire que les stocks inutiles. Le principe 4, lisser la charge de travail, ce qu'on appelle le Eijunka en japonais. Alors, excusez-moi pour l'accent, je ne parle pas du tout le japonais. Donc, j'imagine que ça se prononce comme ça. Suivez l'exemple de la tortue, pas du lièvre, hein, pour les fans de La Fontaine. Lisser la charge de travail de tous les processus de fabrication et de service. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit en préambule, ça, mais ce dont on va parler ce soir, ce n'est pas seulement pour les gens qui travaillent en production, en manufacturing. On va vraiment à pouvoir appliquer tous ces principes dans tous les domaines d'activité possibles. Si les niveaux de production, le débit varient d'un jour à l'autre, il est inutile d'essayer d'appliquer les principes de système tiré, car standardiser les tâches est simplement impossible dans ces conditions. Donc, un des présidents de Toyota qui nous disait cela. Le principe 5. Inculquer une culture de résolution immédiate des problèmes, d'obtention de la qualité du premier coup. Ça aussi, un des concepts vraiment primordiaux dans le Lean, la qualité du premier coup. Il est évident, ça paraît une évidence, mais c'est bien de le dire. Si on fait bien du premier coup, ça coûte forcément moins cher. Les systèmes d'alarme pour détecter les problèmes sur les machines, ce qu'on appelle les pokayoke, les détrompeurs. Améliorer la productivité à long terme en faisant bien du premier coup, quitte à ralentir, voire arrêter en cas de problème. Ça, c'est toujours extraordinaire. Hein, dans les usines Toyota, si n'importe quel opérateur de l'usine peut arrêter la chaîne de production s'il constate un problème. Il a le droit de le faire, il est en devoir de le faire. Monsieur Ono avait l'habitude de dire qu'un problème découvert en arrêtant la chaîne devait être résolu le lendemain matin. Parce que lorsqu'on produit une voiture par minute, on sait que le même problème ressurgira le lendemain. Le principe 6, la standardisation des tâches est à la base de l'amélioration continue et de la responsabilisation des employés. Donc l'idée, c'est de standardiser, de prendre en compte les meilleures pratiques, hein, on pratique le benchmarking, d'avoir des méthodes stables, répétables pour maintenir la prévisibilité et la régularité des processus. Ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup d'informations que vous n'arrivez pas à suivre au niveau des notes. De toute façon, comme je vous l'ai dit à la fin, vous pourrez télécharger la présentation, donc vous pourrez la présentation PowerPoint, hein, donc vous pourrez vous l'imprimer et revenir sur tous les principes que j'énonce aujourd'hui. Hein. Le principe numéro 7, utiliser le contrôle visuel afin qu'aucun problème ne reste caché. Donc, utiliser des indicateurs visuels simples sur le terrain. Des rapports simples, pas plus d'une page pour un rapport. Monsieur Ono disait que tout doit être propre et en ordre pour pouvoir voir les problèmes. Il était mécontent si quelque chose l'empêchait de voir et de détecter un problème. Donc, on verra quel outil on utilise pour ça un petit peu plus tard. Le principe 8. Utilisez uniquement des technologies fiables, longuement éprouvées, qui servent vos collaborateurs et vos processus. Donc, utilisez la technologie pour aider les hommes et pas la remplacer, et pas l'inverse. Donc, ça, c'est quand même un concept qui n'est pas évident en ce moment. On a tendance à vouloir acheter des outils informatiques, des robots, etc. Alors, les robots, c'est très bien, bien évidemment, mais voilà, utilisez la technologie pour aider les hommes et pas les remplacer. On ne doit jamais oublier que, in fine, c'est l'homme qui doit résoudre des problèmes. La machine ne va pas résoudre vos problèmes, elle va vous aider, mais elle ne va pas les résoudre à votre place. Troisième étage de la pyramide, valoriser l'entreprise en développant vos employés et vos partenaires. Donc là, on commence à parler de développement des employés et des partenaires. Donc, les partenaires, c'est vos clients, vos fournisseurs. Principe numéro 9. Former des responsables qui maîtrisent parfaitement le travail, sont imprégnés de la philosophie et l'enseignent aux autres. Privilégier la promotion interne. Un bon responsable doit connaître dans les moindres détails le travail quotidien afin d'être le meilleur professeur de la philosophie de votre entreprise. Donc, on fait vraiment de la promotion interne, ça c'est aussi super important et moi je l'ai vérifié et je le pratique toujours. Pour mettre en place des nouveaux managers, je trouve super intéressant de faire de la promotion de l'interne parce que déjà on responsabilise les gens, on les motive puisqu'on montre que c'est possible d'évoluer dans l'entreprise. Et puis les gens qui adhèrent à votre philosophie, bien évidemment, vont être les premiers à la promouvoir.
Donc ça, c'était vraiment un principe que j'aime beaucoup. Principe numéro 10, former des individus et des équipes exceptionnelles qui appliquent la philosophie de votre entreprise. Créer une culture stable, forte, dans laquelle les valeurs et les convictions de l'entreprise sont largement partagées et appliquées durablement. Ne relâchez jamais vos efforts pour enseigner aux individus à travailler ensemble. Le travail d'équipe s'apprend. Un principe aussi super important. Principe numéro 11. Respectez votre réseau de partenaires et de fournisseurs en les encourageant et en les aidant à progresser. Donc la notion de partie prenante, hein, les stakeholders on dit en anglais, est super importante aussi. Respectez vos partenaires et vos fournisseurs. Vous les impliquez dans les décisions. Vous les traitez comme un prolongement de votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui n'est encore pas évident à notre époque. Encouragez vos partenaires extérieurs à progresser et à se développer. Et puis, le dernier étage de la pyramide, la résolution continue des problèmes pilote l'apprentissage de l'entreprise. Donc, le principe 12, aller sur le terrain pour bien comprendre la situation, ce qu'on appelle le Gemba. Guider la résolution de problèmes et l'amélioration des processus en allant sur le terrain pour observer et évaluer personnellement la situation plutôt que de bâtir des théories sur la base d'informations provenant d'autres personnes ou des ordinateurs. Les cadres dirigeants doivent aussi aller sur le terrain. Je répète, les cadres dirigeants doivent aussi aller sur le terrain. On ne peut pas manager dans son bureau. Ça ne marche pas. Principe 13. Décider en prenant le temps nécessaire, par consensus, en examinant en détail toutes les options. Appliquer rapidement les décisions. Examiner les problèmes et les solutions possibles avec toutes les personnes concernées. Faites des groupes de travail, recueillez leurs idées, obtenez un consensus sur la direction à suivre. Prenez le temps qu'il faut pour décider. Prenez du temps, prendre du temps, ça aide à élargir la recherche de solutions. C'est efficace dans un déploiement rapide. Plus on prend du temps, et plus on implique les personnes dans les décisions, et plus c'est facile pour après les déployer. Mais après, on y va vite, quoi. On a décidé, on y va. On ne réfléchit pas 2 semaines après pour se dire, mais est-ce que finalement, on a bien fait? Il faut analyser évidemment toutes les actions que vous faites et leur efficacité, mais finalement, le temps de l'action doit être très court. Et enfin, le principe 14, devenez une entreprise apprenante grâce à la réflexion systématique et à l'amélioration continue. On va en parler du Kaizen. Une fois que vous avez mis en place un processus stable, utilisez des outils d'amélioration continue pour identifier les gaspillages, puis supprimer-les. Utilisez la réflexion systématique à des moments clés et à la fin des projets pour identifier clairement les insuffisances. Donc voilà pour les 14 principes. Donc ça, c'est un peu pour vous faire comprendre un peu ce que je vais vous montrer après. C'est quels sont les éléments importants pour inculquer la culture Lean. Ces 14 principes, alors évidemment, il ne faut pas les apprendre par cœur, mais ça donne une bonne idée globale de l'ensemble de la philosophie Lean, je trouve. Et elle reste toujours d'actualité. Donc le système de production Toyota, voilà, on a cette représentation de la maison Toyota. Donc là, il y a beaucoup plus de choses, hein. Donc à la base de la maison Toyota, nous avons la stabilité des 4 M, hein, ce qu'on appelle la main-d'œuvre, donc les ressources humaines, matière, machine, méthode. Et puis les 3 piliers. Mais on ne va pas regarder dans le détail tous ces piliers parce que je pense qu'il est important de se focaliser sur un certain nombre d'outils et et une certaine philosophie pour inculquer la culture Lean. Là, on a la totalité de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais au moins vous avez une idée de ce que ça implique. Donc, les 2 piliers importants, le juste à temps, hein, donc c'est faire le bon produit, la bonne quantité au bon moment. Et le pilier de droite, on l'appelle l'autonomation, c'est-à-dire l'interface homme-machine. Donc, on a la partie automatisation et travail sur les erreurs. Et puis le pilier central, la motivation et la responsabilisation des collaborateurs. Alors les effets. La culture Lean, finalement, si on reprend tous ces 14 principes, qui n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies maintenant, on a pu mesurer les résultats. Donc, il y a une étude qui a été faite, qui date de 2009 maintenant, qui a presque 10 ans, enfin 8 ans, de Womack et Jones, The Machine That Changed the World. Une étude qui a été faite auprès d'un grand nombre d'entreprises, entreprises automobiles aux États-Unis, pour vérifier les effets
du passage au Lean, le passage au système de production de Toyota, et c'est assez édifiant, hein. Donc, ça a été mesuré, statistiquement, sur plus d'une vingtaine d'entreprises, de grandes entreprises automobiles aux États-Unis. Le temps de développement d'un nouveau produit est divisé par 2 quand on passe en mode Lean. L'investissement dans des machines et des outils est divisé par 2. Donc, ça veut dire qu'on fait la moitié des économies, où on investit 2 fois plus pour faire 2 fois plus, on choisit, mais l'investissement des machines et des outils divisé par 2, c'est juste énorme. La productivité des employés, directs et indirects, est multipliée par 2 au minimum. Et ça ne veut pas dire qu'on fait courir des gens dans tous les sens. On doit garder à l'esprit que on ne cherche pas la productivité à tout prix, hein. Le taux de défaut, donc tout ce qui est déchets sur les produits finis, est divisé par 2 et est réduit de 50%. Encore une fois, c'est une moyenne. Les surfaces de travail pour une même activité est divisé par 2. Donc, on a besoin de 2 fois moins d'outils qu'avant. On a besoin de 2 fois moins de personnel, hein. Ça revient à dire ça, même si ce n'est pas l'idée. On fait 2 fois plus de qualité et on a besoin de 2 fois moins de surface. Donc, vous voyez déjà la puissance des résultats. Et les encours, donc c'est les stocks intermédiaires, sont divisés par 10 au moins. Et enfin, la taille de l'eau est réduite, ça c'est pour la partie production. On a constaté d'autres effets, hein, un peu moins quantifiés. La capacité et la cadence vont augmenter systématiquement. On aura plus d'espace disponible, une meilleure rotation des stocks, une amélioration de l'ergonomie des postes de travail. Donc ça, c'est aussi important. On travaille sur le confort du travail des employés, pardon. L'amélioration de la qualité, on va réduire les déchets et les retouches. La réduction des stocks, donc tout ce qui est matière en cours et produits finis. La réduction des délais d'exécution, une meilleure marge brute et une amélioration de la participation, de l'implication et du moral des employés. Donc, comme je vous le disais, on ne cherche pas la productivité à tout prix puisqu'on travaille aussi sur l'implication et le moral des employés. Moi, je l'ai vérifié. Alors, j'ai pris quelques exemples des résultats que j'ai pu obtenir dans différentes organisations sur une production de cartes à puce où on partait de zéro, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une organisation vraiment anti-ligne. Il n'y avait vraiment rien de ligne dans l'organisation. En 2 ans, j'ai fait un gain de plus 90% de productivité. Sur cette même ligne de production, j'ai économisé plus de 4 millions de francs suisses sur 4 ans. Dans un autre service, en milieu hospitalier, j'ai réduit d'un facteur 3 le taux d'absence pour cause de maladie. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on va gagner sur de la productivité, on va gagner sur de la qualité, puis on va gagner aussi sur les employés, puisque les employés, si on arrive à réduire le taux d'absence, qui est un indicateur assez relevant ou représentatif de l'état d'esprit des employés, en 2 ans, hein. Alors, évidemment, c'est sur des durées, ça ne se fait pas en 15 jours. Là, ce que je vous présente, c'est un travail de fond, c'est sur plusieurs années. Alors, à quoi on peut appliquer le Lean? Donc, je l'ai dit, évidemment, c'est dans la production, puisque ça vient de Toyota à la base, mais pas que, puisqu'on peut appliquer ces principes au niveau des services, l'administration, dans la santé, donc les hôpitaux, les pharmacies, la recherche et développement, l'engineering, la conception, la supply chain, dans l'hôtellerie, dans la construction. J'ai même vu un article dernièrement dans l'agriculture. Donc, les principes, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les principes de la culture Lean, ce sont des principes immuables qu'on peut appliquer dans n'importe quelle activité, que ce soit de la production, que ce soit du service et de l'administration, peu importe. Ça marche dans tous les cas. Alors, la culture Lean, c'est quoi? Selon moi, hein, la culture Lean, ça se base sur la compréhension de la valeur, selon les clients et la concentration des processus clés, pour continuellement améliorer cette valeur. Donc déjà, il faut comprendre la valeur du point de vue du client. Ça, c'est une des bases. À quoi, pour traduire ça de manière très claire, votre client, il a besoin de quoi? C'est quoi la valeur dont il a besoin? À quoi il apporte de la valeur? Le but ultime est de fournir la valeur parfaite au client au travers de processus parfaits de création de valeur sans gaspillage. Mais c'est toujours la valeur parfaite pour le client, pas pour vous. Parce que des fois, la chose que vous allez produire, quel que soit le service ou l'activité, elle va être parfaite pour vous, mais ça ne va pas du tout ce que le client attend. Donc la première chose à savoir, c'est de quoi a besoin votre client. La pensée Lean modifie le focus du management.
Celui-ci va passer de l'optimisation séparée des technologies, des biens et des organisations verticales vers l'optimisation des flux de production et des services au travers de la chaîne de valeur intégrale. Donc on va passer en flux horizontal, en partant des technologies, des biens, matériels, des départements jusqu'au client. Donc on passe d'une organisation en silo, verticale, à une organisation matricielle, horizontale. Donc en résumé, la culture Lean, c'est découvrir le potentiel caché de votre organisation pour avoir un impact positif sur le résultat financier et l'environnement social. C'est un changement culturel bien plus que des techniques. Des techniques, il y en a, je vais vous en montrer, je vais vous donner plein de trucs, mais c'est quand même un changement culturel. On n'appelle pas culture Lean pour rien. Hein. Augmenter les résultats financiers en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Et améliorer vos affaires, bien évidemment, votre business, devenir plus compétitif et durable, c'est quand même un peu le nerf de la guerre en ce moment. Alors pour moi, les éléments de la culture Lean. Donc là, je vais vous donner un peu la recette qu'il faut suivre pour réussir et déployer une culture Lean. C'est les premières étapes indispensables. C'est ce qu'il faut faire en premier, je dirais. On commence par ça. Quand on a mis ça en place, et ça peut prendre 2, 3, 4 ans, on peut passer à la suite, à mettre en place des outils plus compliqués. Donc les outils de base, c'est le Kaizen, donc c'est-à-dire l'amélioration continue. C'est le leadership Lean. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Le management visuel, le Gemba, donc aller sur le terrain, la standardisation, comment on implique le personnel dans l'activité, et les 5 S. On va regarder dans le détail tous ces éléments. Et donc, à la fin de cette conférence, vous aurez la recette pour déployer la culture Lean. Alors, on va commencer par le Kaizen. Bon, Kaizen, ça se prononce Kaizen. Voilà. C'est Kai qui veut dire changement et Zen qui signifie meilleur. Donc, Kaizen, c'est l'amélioration graduelle, ordonnée et continue. Donc, c'est quelque chose, c'est du bon sens, on va dire. Hein. Amélioration continue impliquant tout le monde. Là, tous les mots sont pesés. Hein. Amélioration continue impliquant tout le monde. C'est une des composantes essentielles du lean manufacturing. Et pour mettre en œuvre cet état d'esprit Kaizen, on utilise la méthode PDCA, l'outil indispensable nécessaire à l'amélioration continue. PDCA, je pense que tout le monde connaît, le cycle de Deming, si jamais je fais un petit rappel. Donc on va planifier, préparer l'action. On va renforcer l'aspect formel, c'est-à-dire qu'on va écrire ce qu'on va faire. Passer une sorte de contrat à donner à la réflexion et à la collecte de données avant l'action. On va impliquer les acteurs, choisir le champ sur quoi on va travailler, et on va communiquer. Donc on prépare. Ensuite, on agit. Donc on développe et on réalise l'action, les actions, le plan d'action. On va déployer. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière collective. On va élaborer des protocoles et on va recueillir les données. Check, donc c'est la vérification. On va comprendre et vérifier les résultats. On va contrôler, on va comprendre, analyser les écarts et rechercher les causes des écarts. Et enfin, le dernier acte, agir ou réagir pour améliorer l'action future. Donc on va améliorer, prendre acte, réagir, capitaliser. Donc si on n'est pas content du résultat, ben voilà, on va redémarrer le cercle et on va repasser à l'action. Et puis, si on est content du résultat qu'on a obtenu, si on est satisfaisant, si on a atteint les objectifs, on va mettre à jour les standards et puis on va définir que c'est le nouveau standard, c'est la nouvelle façon de faire. Donc, si on regarde un petit peu hein, le processus d'amélioration continue, si on regarde le temps et la qualité, donc on a une première route Deming. Quand on a réalisé la première amélioration, ben, on va mettre ce qu'on appelle la cale, que j'ai schématisé ici, et puis c'est-à-dire qu'on va définir un nouveau standard, une nouvelle procédure, et puis on va pratiquer l'amélioration continue, donc le Kaizen, par différentes actions, d'idées, et on va mettre en place un deuxième cycle PDCA, et on va mettre une deuxième cale. Et c'est comme ça qu'on va progresser, consolider grâce à la standardisation. Donc ça, c'est vraiment le basique du Lean, l'amélioration continue. Beaucoup d'entreprises le font. Souvent, on s'arrête à ça. C'est déjà bien, mais c'est de loin pas suffisant. Mais c'est le minimum. On doit commencer au minimum par ça. Donc, le PDCA en 4 phrases, hein, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, vérifier qu'on l'a fait, et puis après faire mieux. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Je trouve que ce tableau est très clair et très édifiant. Deuxième outil,
ou principe ou philosophie derrière, parce que le leadership, c'est vraiment une notion très importante, plus qu'un outil. On va parler de leadership et de management, avant de parler de leadership lean. Donc, ne pas confondre leadership et management. Le manager, il va planifier, il y a la notion de planification et de budget. Ça implique la création de calendrier pour assumer ses engagements et le développement de plans d'action spécifiques. Ça implique aussi de l'organisation et du recrutement. Ça demande à ce que les managers structurent leur plan d'action en incluant les besoins de recrutement, la communication et la délégation des responsabilités. Et enfin, le contrôle et la résolution de problèmes, qu'entraîne la surveillance des activités afin de mettre en évidence les déviations vis-à-vis du plan et implémenter les actions correctrices. Donc, les processus managériaux créent et maintiennent l'ordre et la prédictibilité au sein de l'organisation. Voilà, ça c'est du management pur. Ce n'est pas du leadership. Le leadership, c'est montrer la voie, créer une vision et une stratégie. C'est aligner les parties prenantes, donc ce qu'on appelle les stakeholders. Donc les parties prenantes, je rappelle, c'est les fournisseurs, les collaborateurs, la direction, les clients. Le leader sait convaincre toutes les parties prenantes de la légitimité de sa vision et de la stratégie associée. Et enfin, 3, motiver et inspirer, entraîne et motive tous les membres de l'organisation pour réaliser sa vision, quels que soient les obstacles. Donc ces fonctions de leadership peuvent produire des changements significatifs au sein de l'organisation, tout en aidant ses membres à s'acclimater à un nouvel environnement plus concurrentiel. Donc, il y a une notion de gestion de changement et bien évidemment avec tout ça. Donc, le leadership doit compléter le management, pas le remplacer. Un leadership efficace produit des changements utiles par des décisions fondamentalement saines de la direction. Un leader est d'abord et avant tout un visionnaire, pas un magicien. Un leader est aussi un penseur stratégique qui est prêt à prendre des risques tout en motivant les gens, en répondant à leurs besoins fondamentaux par la responsabilisation. Puisque le changement est une fonction de leadership, être en mesure de générer une forte motivation est essentiel pour faire face aux changements et aux obstacles associés. C'est notre ami John P. Cotter, qui est un écrivain célèbre qui a beaucoup parlé de leadership, qui a écrit ça. Alors, on parlait de leadership lean maintenant. Alors, si on regarde un peu le leadership traditionnel, voilà ce qu'il fait. Il va planifier, les équipes atteignent les objectifs définis par le leader fournit des métriques, des feedbacks, des objectifs, quand les objectifs ne sont pas atteints, il va appliquer strictement les règles et les règlements, il va contrôler la formation, il va résoudre les problèmes seul, c'est un expert technique, il va distribuer le travail et évaluer la performance. Du leadership traditionnel, le leadership lean, lui, il va définir la direction, la vision. Il va discuter des objectifs avec les équipes. Il va surveiller et auditer les indicateurs des équipes. Il va être exigeant avec ses équipes. Il va être un canal d'information. Donc, il va remonter les problématiques vers la direction si besoin. Et inversement, il va descendre les informations vers les équipes. Il facilite l'analyse des causes premières. Donc, ce n'est pas lui qui résout les problèmes. C'est une ressource technique. Il évalue la charge de travail en amont. Et il évalue la performance de l'équipe vis-à-vis des objectifs collectifs. Donc, vous voyez un peu la différence entre le leadership traditionnel et le leadership selon le lean. Donc, les caractéristiques. Les bons leaders motivent les gens de différentes façons. Alors, les trois façons basiques, on va dire. Les leaders doivent définir la vision de l'organisation d'une manière à mettre en avant les valeurs de leur groupe. Les leaders doivent soutenir les efforts des collaborateurs pour atteindre la vision partagée, en utilisant du coaching, la régulation et l'exemplarité. En 3 termes très très importants, coaching, régulation, exemplarité. Et enfin, les leaders doivent reconnaître et récompenser les réussites. Encore une fois, c'est du bon sens. Il faut pouvoir le pratiquer tous les jours et ne pas l'oublier, parce que c'est super important. Un véritable leader lean peut se détacher de l'équipe pour laisser les membres s'épanouir dans leur responsabilisation en exerçant les activités suivantes: revue des pairs, récompenses, recrutement. Les leaders lean délèguent les responsabilités et coachent leurs collaborateurs de façon à nourrir leur croissance, tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc on est dans une philosophie d'épanouissement des collaborateurs, de responsabilisation. Les leaders lean inspirent et soutiennent les équipes dans l'atteinte des objectifs. Pour qu'une organisation crée suffisamment de leaders ou une réserve interne de futurs leaders, cette organisation doit attirer suffisamment de personnes qui ont le potentiel et le désir, au travers des processus de recrutement, la création de formations internes dédiées au leadership, des rôles modèles, du mentorship, l'utilisation d'universités, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, écoles d'infirmières, écoles de médecine, voilà, quel que soit le domaine. La clé du succès des organisations en mode leadership lean est la création et le maintien
d'une culture d'entreprise adéquate. Et un des principes fondateurs du leadership lean, c'est le modèle du leader serviteur. Je vais juste boire un petit peu, vous m'excusez. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Le leadership serviteur. Le leadership serviteur, c'est un modèle de leadership très populaire. Il a été développé par M. Greenleaf dans les années 70, donc vous voyez, ce n'est pas nouveau. Le leader serviteur est au service des collaborateurs qu'il dirige, ce qui implique qu'ils sont eux-mêmes une fin plutôt qu'un moyen dans un but organisationnel ou financier. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce concept. Le leader serviteur est au service de ses collaborateurs. Okay, ça veut dire que les collaborateurs ne sont pas juste une ressource, mais sont aussi un objectif dans le sens où leur épanouissement, leur évolution est aussi un objectif, aussi important que les objectifs financiers ou d'autres objectifs. Ça, c'est un concept quand même assez différent de ce qu'on peut voir encore dans certaines entreprises, même en 2017. Le leadership au service des équipes est une philosophie altruiste qui soutient d'abord les personnes qui choisissent de servir. Ensuite, les leaders serviteurs dirigent de sorte à étendre le service aux individus et aux institutions. Un leader serviteur peut occuper un poste formel de leadership ou pas. Un leader serviteur encourage la collaboration, la confiance, la vision, l'écoute, l'utilisation éthique du pouvoir et la responsabilisation. Là encore, je m'arrête 2 secondes, je vais répéter parce que c'est important. Alors, il y a beaucoup de choses importantes ce soir, mais là, vraiment, c'est les choses qui me tiennent à cœur. Un leader serviteur encourage la collaboration, la confiance, la vision, l'écoute, l'utilisation éthique du pouvoir et la responsabilisation. Donc, il se dévoue à servir les besoins des membres de l'organisation. Il se concentre sur la satisfaction des besoins de ceux qu'il dirige. Il développe ses collaborateurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il coach ses collaborateurs et les encourage à s'exprimer. Et il facilite le développement personnel de ceux qui travaillent avec lui. Et enfin, il écoute et crée un sentiment de communauté. En résumé, la métaphore du leader-serviteur est un modèle puissant pour les managers et les leaders actuels. Les clients et les équipes veulent un leader qui écoute et responsabilise plutôt qu'un chef dominateur qui leur dise quoi faire. Le pouvoir du modèle du leader-serviteur réside dans sa capacité à nous inspirer, à être plus collectivement que la somme des individualités. Le vrai leadership devrait nous amener à servir un but plus élevé, quelque chose au-delà de nous-mêmes. Un des aspects les plus importants du leadership est d'aider les organisations et les membres à identifier leur utilité, leurs raisons supérieures. Pour tester la philosophie du leader-serviteur, il suffit de regarder si vos clients et les collaborateurs grandissent en tant que personnes. Vous avez vu, hein, on parle de clients, on parle de collaborateurs. Donc, le leader-serviteur, il aide à grandir, à faire grandir aussi bien les clients que les collaborateurs qui sont dans son équipe. En résumé, pour atteindre cette raison supérieure, vous, en tant que leader, vous devez avoir la passion et le désir d'améliorer votre communauté et vous-même. Le processus du leader-serviteur exige que vous soyez conscient de vos propres forces et faiblesses. Il faut en être conscient, il faut les admettre et puis il ne faut pas les cacher. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui cache ses défauts. Il faut dire quand on a tort, il faut dire quand on se trompe, il faut être capable de s'excuser. Ce n'est pas toujours facile. Les 10 caractéristiques du leader-serviteur. Alors là aussi, très important. Donc l'écoute, l'empathie, le soin des relations, la sensibilisation, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, la gérance, l'engagement envers le développement des personnes et l'engagement envers le développement de la communauté. Alors, chacune de ces 10 caractéristiques peuvent s'appliquer au management et au service client. Ces 10 caractéristiques sont une opportunité d'explorer leur utilisation dans notre propre vie en trouvant le bon équilibre. Donc, ça s'applique aussi à votre vie privée. Hein. Alors après, naturellement, on n'a pas tous ces 10 qualités. Il faut en avoir un certain nombre. Il y a un certain nombre de qualités, si on ne les a pas à la base, c'est un peu compliqué. Après, d'autres, elles s'apprennent avec le temps. Donc voilà pour ce qui était du leadership. Donc ça, c'était une partie importante de la présentation. On va passer au travail standardisé, donc un autre élément majeur de la culture Lean. Donc chaque étape dans un processus doit être définie et effectuée toujours de la même manière, quelle que soit la personne qui fait la tâche.
Toute variation dans le processus de fabrication ou le service, peu importe l'activité, le processus, va créer des problèmes de qualité qui entraînera des retouches coûteuses et des déchets, ce qu'on dit des rework, hein, on refait les choses en fait pour rien. On définit la méthode la plus efficace de production d'un produit en utilisant des équipements, les personnes et les matériaux disponibles. On décrit les points clés du processus de fabrication, les procédures opératoires, les gammes opératoires, les consignes de sécurité, les contrôles qualité. Tout doit être décrit et écrit. Et on identifie aussi la quantité et l'emplacement du WIP, donc les encours, hein, les stocks, dans l'UAP. Donc l'UAP, c'est l'unité autonome de production pour la production, mais ça peut être dans le service, dans le secteur concerné, on va dire. On peut aussi standardiser le travail du leader, du manager. La liste des tâches usuelles doit être faite pour soutenir le système de lean management. Ces tâches sont typiquement des audits, des meetings, des séances journalières et hebdomadaires, des projets d'amélioration continue. Ces tâches sont concentrées sur les processus et elles impliquent une vérification régulière des indicateurs visuels. Les tâches doivent aussi être améliorées continuellement, c'est quelque chose qui est vivant, hein, qui n'est pas figé, et la fréquence de réalisation de ces tâches doit aussi être spécifiée, c'est-à-dire que dans le descriptif de poste d'un manager, toute la fréquence des tâches est expliquée, s'il doit faire une séance toutes les semaines avec ses équipes, s'il doit faire une fois par mois un audit par secteur, etc. Donc le travail standardisé du leader, c'est quelque chose qui doit être visuel, qui doit être temporel, donc on a la fréquence qui est spécifiée, et on apprend, on agit et on apprend avec le leader. Donc en résumé, hein, le leader lean vérifie parce que c'est important pour lui. Chaque niveau de tâche standardisé ont des zones de recouvrement pour assurer le lien. Le leader doit s'assurer de la logique et de l'utilité de ces redondances. Le leader lean apprend par la pratique. Le faire est plus important que le savoir. L'apprentissage vient avec les actes en suivant les principes du travail standardisé. C'est très important pour les collaborateurs de voir que son chef est capable de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est capable de faire tout son travail, mais il est dans l'action aussi. Il montre l'exemple. Le leader lean va améliorer le standard. Les tâches standardisées du leader doivent évoluer avec les changements de processus et l'apprentissage des collaborateurs. Donc, comment faire? Observer le travail sur le terrain, les tâches standardisées sur le terrain, visiter les lignes de production ou les bureaux, ou l'endroit où se passe l'action finalement. Là, le terrain, c'est là où se passe l'action, où le processus se déroule, où les gens travaillent. Donc, si vous êtes manager, vous avez un bureau, le travail ne se passe pas dans votre bureau. Le travail se passe là où les opérateurs, ou les agents, ou les collaborateurs travaillent, eux. Visiter les lignes, apprendre comment la standardisation des tâches des opérateurs, des leaders d'équipe et des groupes fonctionne. Quels sont les challenges, quels sont les bienfaits jusqu'à présent. Rechercher des choses qui pourraient figurer sur votre liste de tâches standard. Dans la continuité, on a ce qu'on appelle la responsabilité et les indicateurs visuels. C'est aussi un élément important. Donc un indicateur visuel, hein, je rappelle, c'est tout ce qui permet de détecter en temps réel des anormalités, des problèmes, des écarts par rapport à un objectif. Qu'est-ce qu'on peut surveiller visuellement? À peu près tout, hein, si on réfléchit bien. Tout ce qui a attrait à la sécurité, à la santé, bien évidemment, les retards de livraison, l'absentéisme, le niveau de formation, de polyvalence, tout ce qui a attrait à la qualité, à la production, les tâches standardisées, les idées d'amélioration, les problèmes résolus, les arrêts, les primes, les taux de déchets, les machines, les stocks, tout ce qui concerne votre activité peuvent faire l'objet d'un indicateur. À vous d'être créatif. Il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est qu'il réponde à votre besoin. L'indicateur doit être visuel, donc il faut identifier les endroits stratégiques où les indicateurs visuels seront affichés. Définir le type d'information à afficher, et du coup, on le standardise, on affiche les mêmes informations dans tous les secteurs, les bureaux, les endroits où les gens travaillent, pour qu'on ait le même type d'affichage, le même type d'indicateur. On définit le format d'affichage et on assigne des responsables et la fréquence de mise à jour et de vérification des affichages. Il n'y a rien de pire que d'afficher les informations qui ne sont pas à jour. Ça ne fait pas sérieux et du coup, ça déresponsabilise les gens. Donc vraiment, si vous mettez en place des indicateurs, vous les affichez. Si je prends un exemple tout simple, vous mettez en place un indicateur très très simple qui est le nombre de personnes absentes dans votre secteur d'activité, dans chaque secteur par exemple, vous le mettez à jour tous les jours.
Aujourd'hui, j'ai 3 absents dans tel atelier, j'ai 4 absents dans l'autre atelier. Et puis, on voit au bout du mois comment votre nombre d'absences évolue dans le temps. C'est un indicateur comme un autre qui peut être pertinent. Rechercher des exemples d'indicateurs visuels sur le terrain de votre organisation, il y en a déjà. Hein. Il faut aller voir ce qui se fait. Discuter avec vos équipes. Qu'est-ce qui est efficace? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas efficace? Pourquoi? Et qu'est-ce qui reste à faire? Mettez-vous d'accord sur un standard minimum attendu d'informations visuelles entre toutes les équipes. Ce qui est important, c'est que ces informations visuelles, elles soient gérées par les gens, par les équipes. Hein. Il ne faut pas tout sortir du système informatique, même si on aime bien ça. En tout cas, pour la mise en place, après, on peut passer des choses automatisées, mais pour la mise en place d'indicateurs, il faut que ce soit construit, fait à la main, écrit à la main, ce n'est pas un problème, même si ce n'est pas joli, mais il faut que ce soit la propriété des gens qui font le travail, qui sont sur le terrain. Et puis la responsabilité journalière, ben, c'est un processus qui est important dans le système de lean management. Il apporte les informations nécessaires aux responsables de réunion afin d'assigner des tâches permettant de résoudre un problème ou améliorer une situation. Donc, un objectif significatif de la responsabilité journalière, c'est le renforcement du système de lean management en se concentrant sur le processus pour identifier et implémenter les opportunités d'amélioration. Là, c'est vraiment important, c'est la notion de récurrence, de fréquence. Je répète tous les jours la même chose. J'organise une petite séance tous les jours avec mon équipe pour faire le point. Donc la question, hein, de quoi sommes-nous responsables chaque jour? Donc c'est une série de sessions de revues courtes. Hein, je conseille un quart d'heure grand maximum. Donc les séances d'équipe, les meetings d'équipe ou de groupe. Et puis, on va mettre en place des actions pour réduire les écarts. On va revoir les indicateurs et on va, comme ça, de manière très visuelle, voir les responsabilités. Dans l'idée d'amélioration continue, on n'est pas là pour pointer du doigt, pour montrer les erreurs et les fautes d'une ou d'une autre personne. On est là pour faire des constats. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs aujourd'hui? Hier, pardon. On revoit ce qu'on a fait hier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On se fixe des objectifs, on regarde où on en est, on se met d'accord sur des actions. On fait des petits pas chaque jour, des petits pas, puis on s'améliore gentiment. On utilise le PDCA, hein, je reviens toujours à mon fameux PDCA. Donc, on planifie les tâches dans le meeting du matin, on va exécuter la journée, on va vérifier, et puis on va réagir ou standardiser. Voilà, c'est le même concept. On va se concentrer sur les exceptions. Donc, on va regarder les courbes horaires, les tableaux listant les problèmes, les tâches standards pour les opérateurs. L'intérêt, c'est de ne pas repasser en revue tout ce qui va bien, parce qu'on va perdre du temps, quoi. Revoir les actions de résolution de problèmes encore ouvertes et prendre les résolutions aujourd'hui. Mettre à jour les panneaux d'affichage, des indicateurs et les plans d'action chaque jour. C'est quelque chose qui doit être vivant. Encore une fois, hein, il n'y a rien de pire que d'avoir des tableaux, des panneaux d'indicateurs qui sont mis à jour une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines. Ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui doit être vivant. Alors, tout dépend de votre activité. On est d'accord que quand on est dans la recherche et développement, les tableaux d'indicateurs sur les tâches, etc., c'est des choses qui ne vont peut-être pas évoluer tous les jours, je ne sais pas. Peut-être qu'on va être plutôt sur une fréquence hebdomadaire. Là, c'est adapté en fonction de votre activité. Mais quand on a une activité journalière intense, on doit mesurer et contrôler et vérifier chaque jour. La marche Gemba. Alors, le Gemba, quand je dis Gemba, c'est Gemba. Normalement, c'est Genba. On met le M devant le B parce qu'on est en France ou qu'on est francophone, mais voilà, c'est Genba. Le Genba, ça veut dire là où se trouve la réalité. Donc, c'est le terrain, c'est là où se passent les choses. Donc, ce n'est pas votre bureau de chef. C'est donc l'endroit où la valeur ajoutée est créée, où les problèmes apparaissent et où les solutions et les meilleures idées d'amélioration sont trouvées. Dans cette phrase-là, il y a à peu près, on résume toute la philosophie Lean. L'endroit, c'est-à-dire le terrain où la valeur ajoutée est créée, la valeur ajoutée pour le client, hein. Donc la création de valeur pour le client, où il va y avoir des problèmes et où les solutions et les meilleures idées d'amélioration sont trouvées. Donc elles ne sont pas trouvées dans un bureau, hein, les solutions et les idées d'amélioration. Elles sont trouvées avec les collaborateurs sur le terrain. La marche Genba est une activité des managers qui consiste à aller sur le terrain pour rechercher des gaspillages et des opportunités d'amélioration. Donc là, moi, je conseille, en fonction de l'activité, c'est toujours pareil, tous les jours, une fois par semaine, en tout cas une fréquence importante. La marche Genba, c'est une façon de construire un modèle d'apprentissage comme l'apprentissage Sensei, hein, pour ceux qui ont vu Karate Kid. Hein.
Donc le sensei, c'est un mot japonais qui veut dire maître ou enseignant ou professeur. Donc soit c'est un peu le maître Yoda dans Star Wars ou le sensei, je ne sais plus comment il s'appelle dans Karate Kid. Donc c'est le maître d'apprentissage. Les employés sont considérés comme des étudiants ou des apprentis. Un leader doit aussi inculquer à ses équipes la discipline nécessaire pour soutenir efficacement la conversion Lean et l'améliorer constamment. Donc la marche Gemba, c'est un modèle qui permet à l'organisation de reconnaître les personnes clés dans une transition Lean, ce qu'on appelle les lieutenants dans la guerre contre le gaspillage. Un modèle qui aide à identifier et réduire les écarts de communication entre opérateurs et leaders aussi. C'est un outil de communication important et intéressant. Les personnes clés sont vitales pour assurer le succès du déploiement du Lean et le développement de la culture de l'amélioration continue. Pour résumer, la marche Genba, c'est une méthode d'apprentissage, c'est un modèle qui va vous aider à établir graduellement une nouvelle façon de voir et de penser Lean. On va passer à un dernier élément de la culture Lean, c'est les 5 S. Donc je dirais que là, je vous ai montré un peu la démarche bon, l'ordre n'est pas forcément important. Faire du Kaizen, du leadership Lean, du Genba, la standardisation, tout ça, ça doit se faire un peu en même temps. Le 5S, c'est la concrétisation de tout ça, en fait. C'est comment on va le mettre en place sur le terrain. C'est le projet, à mon avis, c'est le projet qui va vous permettre de concrétiser votre transformation en ligne. C'est une méthode, le 5S, donc c'est une méthode pour améliorer et maintenir l'organisation des postes de travail. Donc des postes de travail, ça peut être des bureaux, ça peut être des machines, des salles blanches, ça peut être des chambres d'hôpital, enfin des blocs opératoires plutôt. Voilà, ça peut être vraiment des postes de travail. Là où se passe l'action, là où où se fait des choses. Les 5 S, ça représente 5 disciplines pour maintenir visuellement un lieu de travail. Donc ça permet du contrôle visuel des systèmes d'information. Elles sont fondamentales à l'amélioration continue et à la stratégie de production basée sur les concepts Lean Manufacturing. Donc le 5S réduit le désordre et réduit le temps requis pour trouver les outils, du matériel, enfin les matières, le matériel dont vous avez besoin pour travailler. Donc là, la maxime qui représente un peu le 5S, c'est une chose à sa place, une place pour chaque chose. Ça fait un peu un dicton suisse. Ça améliore l'apparence de la zone de travail vue des clients. Donc du coup, on est toujours prêt pour une visite. Ça, c'est un des points importants. Il n'y a pas besoin de faire du rangement parce que c'est toujours rangé. Donc le 5S crée de la fierté de son lieu de travail. Et autant les collaborateurs que les managers, moi, quand je fais visiter mon service de stérilisation, je peux vous dire que je suis fier de faire la visite. Parce que c'est beau, parce que c'est bien organisé, parce que ça fait envie, on voit les yeux qui brillent quand les gens visitent. Et les collaborateurs sont fiers de montrer leur travail, leur poste de travail. Beaucoup de sociétés ont un standard qui définit que chaque outil doit pouvoir être retrouvé en moins de 60 secondes. Ça, c'est un détail. Mais pourquoi pas? Ça peut être un jeu. L'approche 5S sert plusieurs buts. Chaque S a un objectif propre. Alléger l'espace de travail de ce qui est inutile et l'organiser de façon efficace. Améliorer l'état de propreté des lieux et prévenir l'apparition de la saleté ou du désordre. Et encourager l'amélioration continue. Donc l'ensemble du système permet par ailleurs d'améliorer les conditions de travail et le moral du personnel, de réduire les dépenses en temps et en énergie, de réduire les risques d'accidents et ou sanitaires, d'améliorer la qualité de la production et de détecter immédiatement une déviation du standard. Donc c'est l'outil qui permet de concrétiser l'ensemble de la philosophie Lean. Je trouve que vraiment, le 5S, c'est le chantier par excellence qui va vous allez plonger dedans, quoi. Donc le 5S, la méthode tire de son origine des premières lettres de chacune des 5 opérations qui la composent. Donc c'est une technique de management japonaise qui repose sur 5 principes. Donc Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Donc ce qui veut dire en action, débarras, rangement, nettoyage, ordre et rigueur. En verbe, c'est éliminer, ranger, nettoyer, ordonner, respecter. En français, on dit supprimer pour les 5S, situer, scintiller, standardiser, suivre. Donc série, le premier S, c'est supprimer, c'est enlever les choses inutiles. Donc tout ce qui est stock, outils, machines, matières, paperasse, voilà, tout ce qui est inutile pour votre activité journalière, pour votre travail, on fait le ménage. Situer, le deuxième S, chaque chose à sa place. Donc on met les choses aux bons endroits. Le troisième S, scintiller, on nettoie, on rend propre et net.
et on organise des plannings de nettoyage, d'entretien. Le 4e S, standardisé. Alors, les 3 premiers S, c'est les plus faciles. En général, on arrive, on fait les 3. Quand on dit qu'on fait du 5S, souvent, on s'arrête aux 3S. C'est-à-dire qu'on a fait le rangement, on a enlevé les choses inutiles, on a rangé les choses là où on voulait, on a rangé ses stocks, tout ça, et puis on fait du ménage, on fait du nettoyage, c'est organisé. Les 4e et 5e S sont un peu plus rares. Standardisé, c'est-à-dire qu'on établit les règles et les procédures pour assurer le 5S. Donc là, on fait de la standardisation. Alors, on ne standardise pas les processus de travail, on standardise ce qui gère le 5S. Et enfin, suivre, le dernier, c'est qu'on fait des audits réguliers pour vérifier que le 5S perdure et on s'améliore, on fait de l'amélioration continue. Et puis, on a un 6e S qui pourrait être sécurité, santé, s'engager à travailler en toute sécurité dans toute activité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté après par les Occidentaux. Donc le 5S, c'est les managements visuels. On va rendre visible et évident sur le terrain les machines, les matières premières, les outils, les informations, les indicateurs, les objectifs, les projets. Donc quelques idées, hein. On va identifier sur une carte les chemins d'accès, tout ce qui est entrée, sortie, ligne, stock. Les zones de travail, on va les tracer au sol. On a un code couleur, voilà, on va tracer au sol, comme ça les gens connaissent les zones de sortie, les zones de stockage. On va bien identifier les endroits où on met les poubelles. On va identifier un certain nombre de choses, voilà. On peut être plus ou moins détaillé, hein, mais du coup, d'un seul coup d'œil, vous savez si les objets sont aux bons endroits. Si vous avez un rond rouge où doit être mis votre poubelle et puis que la poubelle est 10 mètres à côté, ben vous voyez tout de suite que c'est mal rangé. Donc pour le manager, c'est super simple de faire des audits puisque vous voyez d'un coup d'œil les choses. Et puis pour les gens, en fait. Hein. Effectuer une réorganisation des allées, des entrées, des sorties si nécessaire. Attribuer un nom, une adresse à chaque zone de travail si besoin. Hein. Ce ne sont que des idées, là. Marquer au sol les allées, les entrées, les sorties et les zones de travail. Identifier les flux avec des flèches au sol ou sur les murs. Réorganiser les postes de travail si besoin. Marquer au sol les zones de stockage, les équipements et les machines. Et enfin, utiliser des codes couleurs, donc ce que je vous décrivais là. Donc voilà le 5S en résumé. Vous pouvez récupérer cette photo sur Internet, mais bon, vous pourrez la télécharger après. Vous pouvez l'afficher comme ça dans votre zone de travail. Oshin Canary. Donc là, c'est un élément complémentaire de leadership. Donc, Oshin Canary ou Policy Deployment ou déploiement des objectifs ou politique de déploiement symbolise le reflet métallique d'une boussole devant diriger toutes les unités individuelles vers un but commun. Donc l'idée, c'est la vision du leader déclinée jusqu'aux collaborateurs sur le terrain. Donc Oshin Canary, ça fournit une opportunité d'améliorer la performance globale de manière continue en déployant la vision, les objectifs et les plans d'action de la direction jusqu'aux employés. Donc chaque employé, dans ses objectifs, dans sa revue périodique, il a des objectifs qui découlent de l'objectif global de l'entreprise. En fait, il y a une continuité dans ces objectifs. Les objectifs stratégiques définis au plus haut niveau forment le but à atteindre, la vision, et puis on les déploie, et la vision est partagée par tous, elle est déployée au niveau de chaque collaborateur, de chaque équipe. De cette manière, les employés, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, peuvent agir sur les plans, évaluer et réagir en fonction des résultats obtenus dans un processus d'amélioration continue. Donc, on fait participer tout le monde à la définition de la vision et ils peuvent être acteurs dans l'amélioration du résultat de l'entreprise. Tout le monde est au courant de la vision, du top management, des objectifs de la compagnie, et ainsi les départements ne se font pas de concurrence. Les projets avancent jusqu'à leur réussite, l'entreprise apparaît comme un ensemble de processus coordonnés. Chaque indicateur et objectif associé sont définis en accord avec la vision de la direction. Les progrès sont évalués et les dérives corrigées. Les 3 points clés du Oshin, une intégration verticale, hein, les objectifs acquis, clairs et communs, une coordination horizontale, donc des groupes de travail interdisciplinaires, et une optimisation des unités. Chaque unité progresse vers la vision. Donc ça, c'est vraiment un élément super important. Et d'ailleurs, ça a eu tellement de succès que ça a été intégré dans la nouvelle version de l'ISO 9001, donc la norme internationale de gestion de la qualité et de management. Ils ont intégré, là, ils n'appellent pas ça Oshin Canary, mais ils ont exactement intégré ce concept dans la norme ISO, dans la nouvelle version. Oshin, c'est un outil qui combine communication, planification et contrôle. La réussite de Oshin passe par la revue planifiée de chaque plan d'action et ses indicateurs mesurés versus l'objectif, à tous les niveaux, ainsi qu'au niveau un nouveau plan global chaque année.
Implémenter le Hoshin permet à une organisation de créer une haute culture de la performance et de mesurer les progrès des changements culturels vers l'excellence opérationnelle. Alors, comment déployer la culture Lean? Maintenant que vous avez vu, hein, la culture Lean, les éléments clés de la culture Lean, donc je rappelle, hein, un peu dans le désordre, le Kaizen, le leadership, le Gemba, la standardisation, l'application du personnel, le 5S, le Shinkenri, tout ça permet d'impliquer les gens. Maintenant, comment on fait? Donc, on commence par initier les collaborateurs et les managers au fondement du Lean, la philosophie, les principaux outils, c'est ce que je fais un peu ce soir. Hein. C'est qu'il faut communiquer, expliquer aux gens, voilà sur quoi on va travailler, voilà notre nouvelle vision, notre nouvelle culture. Mettre en place des processus d'amélioration continue et de résolution de problèmes, donc tout ce qui est Kaizen, PDCA, analyse de cause première. Organiser, réorganiser, structurer votre entreprise. Hein. Peut-être qu'il faut revoir un peu l'organisation. Si vous êtes en mode silo, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à l'organisation. Mettre en place la standardisation, donc que ce soit les tâches, les routines managériales, et puis pratiquer le Gemba pour les managers. Suivre, mesurer, déployer les objectifs stratégiques de la direction au terrain, donc le Shinkanri, à l'aide d'indicateurs visuels. Et puis manager vos équipes de façon humaine et efficace. Et enfin, apporter de la rigueur et mettre en place vos premiers chantiers 5S. Donc voilà la feuille de route. Avec ça, vous pouvez déployer votre culture Lean. Vous en avez pour quelques années, comme je vous l'ai dit. Ça prend du temps, mais vous suivez, c'est le processus à suivre pour vous assurer une transformation Lean réussie. Et quand vous avez effectué cela, et franchement, en ayant fait ça déjà en 3-4 ans, sur n'importe quelle structure, je vous ai donné des résultats, hein, des augmentations de productivité importantes, des réductions des coûts de déchets, des réductions d'absentéisme. Quel que soit l'objectif que vous avez, l'objectif prioritaire, vous allez y arriver avec ce processus-là, avec cette recette de travail, cette mise en place, cette culture Lean, vous allez forcément y arriver. Je le garantis, j'en suis sûr et certain. Mais il faut le faire avec le bon état d'esprit. Si vous ne managez pas vos équipes de façon humaine et efficace, vous ne pratiquez pas le leadership serviteur, vous allez vous améliorer. Mais à quel prix? Donc, comment effectuer une transformation Lean? Est-ce que vous, après ce que vous venez de voir, est-ce que ça vous intéresse d'effectuer une transformation Lean? Est-ce que vous avez envie d'apprendre cela? Est-ce que vous voulez éliminer les gaspillages? Est-ce que vous voulez réduire vos coûts? Améliorer votre qualité? Vous pouvez répondre dans le chat, hein, si ça vous parle, ce que je vous dis. Est-ce que vous voulez devenir un leader bienveillant et éthique? Est-ce que vous voulez devenir un leader dans votre domaine? Est-ce que vous voulez satisfaire vos clients au niveau de leurs attentes? Permettre à vos collaborateurs de s'épanouir? Permettre à vous-même de vous épanouir? Je précise que on répondra aux questions à la fin, hein, parce que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions en cours. Je vais avancer sur ma présentation et puis je vois qu'il y a quelques questions, je répondrai à la fin. Alors moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc j'ai créé une formation Culture Lean, donc qui reprend les éléments que je vous ai montrés ce soir, mais évidemment, je les développe beaucoup plus. C'est la formation dont vous avez besoin pour déployer la culture Lean dans votre entreprise ou auprès de vos clients. C'est aussi le moyen de relancer une transformation Lean qui s'est essoufflée, si jamais. Hein. Mais voilà, ça reprend vraiment la formation basée sur la présentation que j'ai fait ce soir, de manière beaucoup plus complète. C'est une formation qui s'étale sur 6 mois. Elle va vous fournir tous les outils nécessaires au déploiement de la culture Lean dans votre organisation. Donc, c'est une formation qui s'adresse aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux managers, aux leaders, ingénieurs, aux consultants, quel que soit votre domaine. À partir du moment où la présentation que je vous ai faite ce soir vous a plu, si ça vous parle, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être important pour vous, pour votre organisation, cette formation-là peut répondre à votre besoin. Alors, comment faire? Vous pouvez utiliser la présentation aujourd'hui que je vous ai faite. Elle vous sera remise gratuitement à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez tout à fait continuer sans moi, au risque de faire les mêmes erreurs que moi. Mais bon, ça, c'est tout à fait possible. Disons que je vous ai donné les éléments pour pouvoir avancer. Vous pouvez faire appel aussi à un cabinet, à des consultants, des très bons consultants. Ça coûte un peu plus cher, mais vous pouvez faire appel à un consultant. Ou vous pouvez bénéficier de mon accompagnement pendant les 6 prochains mois.
et profiter de mes 25 années d'expérience, pas à pas. Sachez seulement que, évidemment, le nombre de places est limité. Comme je vous l'ai dit en début de présentation, il y a plus de 200 inscrits. Même si ce soir, tout le monde ne participe pas à la présentation, il y aura un replay. Donc voilà, sachez juste que ma proposition ne va pas être possible pour tout le monde. Donc je vais rentrer dans le détail un peu de cette formation. Donc le premier mois, on va faire une initiation Lean et Leadership Lean. On va initier les collaborateurs et les managers au fondement de Lean, sa philosophie et ses principaux outils. Le deuxième mois, le thème, c'est le Kaizen, le PDCA, l'analyse de cause première. Le 5 pourquoi, pour mettre en place vos processus d'amélioration continue de résolution de problèmes. Le troisième mois, on va parler de culture Lean, de structure organisationnelle Lean, pour organiser, réorganiser, structurer votre entreprise. Le quatrième mois, on va parler de travail standardisé et les routines managériales, et on va parler de Gemba. Le cinquième mois, tout ce qui tourne autour de la responsabilité et des indicateurs visuels, les 5S pour apporter de la rigueur et mettre en place vos premiers chantiers. Et enfin, le sixième mois, le leadership serviteur pour manager vos équipes de façon humaine et efficace. Le Oshinkanri pour suivre, mesurer, déployer les objectifs stratégiques de la direction sur le terrain. Alors moi, ce sont les outils que j'ai personnellement utilisés et que j'utilise encore pour transformer plusieurs organisations avec la culture Lean dans des domaines high-tech et hospitaliers. Donc, je vous garantis que ça marche dans quel que soit le domaine. C'est une formation complète en français avec 13 modules, des vidéos inédites, délivrées, que vous pourrez imprimer, donc c'est des formats PDF, un accès illimité au support, un site privé et un certain nombre d'autres surprises. Qu'est-ce que cette formation va vous apporter? Vous aurez tous les outils pour pouvoir réussir votre transformation Lean, hein, on les a vus ce soir. Comment les utiliser, comment les personnaliser, les déployer la culture Lean au sein de votre organisation. Avec cette formation, vous aurez plusieurs années de travail devant vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, probablement 2, 3, 4 ans. Mais vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour obtenir un résultat extraordinaire en termes de qualité, coût, productivité, délai et ressources. Et puis, vous pourrez aussi contribuer au bien-être et à la croissance et l'épanouissement de vos collaborateurs et de toutes les parties prenantes de votre entreprise. Je rappelle, l'objectif fondamental du Lean, il est double. C'est l'élimination des gaspillages. Évidemment, donc du coup, on améliore les coûts de production et on gagne plus d'argent à la fin. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est l'épanouissement des collaborateurs et des parties prenantes. Et ce sont deux objectifs qui sont connexes. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est super important. Donc, la formation comprend les 13 modules de formation, des vidéos. Vous pouvez télécharger les vidéos. Des articles complets, des livrets PDF de formation pour chaque module. Donc, c'est sur un site privé. Et on a aussi des webinaires, comme on l'a fait ce soir. Donc, chaque mois, on fera un webinaire, une conférence avec les participants où je répondrai à vos questions. Donc, tout ce qu'il faut pour se former. Il y a aussi de nombreux bonus. Donc, il y a des supports de formation éditables, donc au format Word, des présentations PowerPoint de chaque formation, de chaque vidéo, les droits d'auteur permettant de réutiliser les présentations pour son propre compte. Donc, je vais vous fournir les outils pour vous former. Vous pouvez les réutiliser à votre propre compte pour former vos équipes. Donc, vous pourrez mettre votre nom dessus, changer le logo, vous pourrez changer, faites ce que vous voulez avec. Vous n'aurez pas le droit de les revendre sur Internet, bien évidemment, puisque c'est quand même des outils pour former vos équipes. Il y a un coaching de groupe, ce que j'appelle mastermind, donc on met en commun nos esprits pour travailler ensemble, et un coaching personnalisé, et un abonnement à vie au magazine Culture Lean. Donc on va aller voir déjà le site de la formation. Alors je vais essayer de pas me tromper là. Voilà, donc ça c'est le site. Donc quand vous avez la formation, donc le site est accessible 24 heures sur 24, vous pouvez y aller quand vous voulez, vous avez un accès à vie. Donc vous voyez, il y a des vidéos, la vidéo de bienvenue, les 13 modules, et puis pour chaque module, vous aurez des vidéos, la possibilité de télécharger d'autres vidéos, des articles. On va voir sur un autre module où il y a, voilà, là on a des articles, donc sur les causes premières, des articles complets, toujours la possibilité de télécharger. Vous aurez la possibilité de télécharger aussi donc, les versions PowerPoint, comme je l'ai dit, les versions doc. Donc voilà, donc le principe des vidéos de formation, c'est un peu le principe de ce soir, basé sur des PowerPoint.
Donc, à chaque fois, vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez télécharger le PowerPoint ou les, parce qu'il peut y avoir plusieurs vidéos par module. Les vidéos sont en général assez complètes, disons qu'elles sont, mais elles font moins d'1 heure. Donc voilà, tout est en français, comme je l'ai dit, et tout est téléchargeable. Et vous pouvez consulter, le site il est compatible, donc, pour regarder sur une tablette, pour regarder sur votre téléphone. Il y a le support, vous pouvez avoir affaire au support, et puis j'y mettrai aussi tous les webinaires, les conférences. Donc voilà pour ce qui est du site, comprenant la formation avec les 13 modules qui suivent le fil de ce que je vous ai montré ce soir. On va revenir sur la présentation. Hop. Alors maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est ça va coûter combien cette affaire? Quel est l'investissement pour suivre cette formation exceptionnelle, unique? C'est ma création, j'en suis très fier. Elle m'a demandé énormément de travail. Il y a plus de 10 heures de vidéos, de présentations PowerPoint, des centaines et des centaines de slides. Mais je voudrais quand même vous mettre en garde. Si vous voulez utiliser ces outils pour supprimer des postes, si vous voulez faire des économies à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences sur l'éthique, sur l'environnement, sur la société, si vous voulez obtenir des résultats rapides en quelques semaines, sans prendre des raccourcis, mettre la pression, si vous voulez juste utiliser les outils puissants, qui vont marcher, hein, mais sans la philosophie sous-jacente, si vous voulez utiliser la puissance de la culture Lean pour de mauvaises raisons, comme cela s'est fait, et ça se fait encore, ce qui fait que le Lean peut avoir mauvaise réputation dans certains pays, je pense particulièrement en France ou dans le domaine de la santé typiquement, où on n'a pas compris la philosophie sous-jacente au Lean. Alors cette formation, elle n'est pas pour vous, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous. Pour être très clair, je vais être très direct, donc je ne souhaite pas travailler avec des personnes qui n'ont pas un but éthique et une utilisation éthique de la puissance de la culture Lean. Donc ça c'est dit. Donc, juste la valeur réelle, donc les 13 modules de formation avec les vidéos et les supports, ça c'est valorisé à 1 261 €. Le site privé, 497 €. Le coaching de proximité pendant 6 mois, 1 497 €. Les présentations PowerPoint et Word éditables avec les droits de modification sont valorisés à 2 561 €. Les webinaires de questions-réponses, 1 164 €. L'abonnement à vie au magazine Culture Lean est valorisé à 2 990 €, ce qui fait un investissement de 9 970 €. Bon, bien évidemment, ce n'est pas du tout le prix que je vais demander pour cette formation. Mais sachez que si vous choisissez de vous faire accompagner par un consultant, une journée de consultant, c'est entre 1 000 et 1 500 € pour la journée. Donc, un accompagnement sur 6 mois, souvent, il y a 4-5 jours de présentiel, voilà, ça va vous coûter au moins 10 000 €. Juste. Donc, la valeur que je donne de ces 6 mois de formation et de coaching n'est pas complètement invraisemblable. Actuellement, sur la boutique du Lean, donc la boutique que j'utilise pour vendre mes formations, la formation est vendue 1 997 € au lieu de 2 997 €. Donc déjà, elle est en promotion. Mais dans le cadre de cette soirée, ce n'est pas le prix que je vais demander, bien évidemment, puisque je veux vous remercier aussi de m'avoir suivi jusqu'à cette soirée. Donc, pour un nombre très limité de places, et pour vous remercier d'avoir participé à cette conférence, je vous propose une réduction de 50% sur le prix promotionnel. Ce qui fait que la formation, en version complète premium, donc avec toutes les options, tous les bonus, ce soir, elle coûte 997 €. J'insiste sur le fait de ce soir parce qu'il y a énormément de bonus. Les bonus, ils vont partir très vite. Donc, j'ouvre 10 places, pas plus. Donc, les 997 €, vous avez compris que ça représente 10% de la valeur réelle. C'est une offre, je pense, irrésistible. Comme je l'ai dit, j'en suis très fier. Je vous ai montré que la culture Lean, c'est quelque chose d'important, qui marche, qui fonctionne. Vous pourrez avoir un impact sur toute l'entreprise, les parties prenantes, un impact sociétal. Donc, c'est vraiment important. Mais voilà, la formation, elle est limitée à 10 places parce que je veux garder une taille humaine par rapport au coaching. Je ne peux pas coacher 50 personnes en même temps. Je veux garantir la qualité de coaching. Donc, la formation plus tous les bonus, c'est 10 places ce soir. Voilà, à prendre ou à laisser. Profitez vite ce soir. Il y aura probablement que toutes les places ne vont pas partir ce soir, je ne sais pas. Mais avec le replay, voilà, plus de 200 inscrits, donc je suis convaincu que les 10 places vont partir.
lorsque les 10 places seront parties, je ferai peut-être d'autres propositions sans bonus ou des choses plus simples, sans coaching. Pour le moment, si le package complet vous intéresse, la formation, les PowerPoint, les fichiers Word, les vidéos, le coaching, l'accès au site, etc., le groupe privé que je vais créer avec vous, les webinaires mensuels, voilà, tout ça, c'est le package ce soir complet pour 997 €. Et en plus, je vous offre mon livre Culture Ligne qui reprend la formation complète en version brochée. Donc, c'est un livre qui coûte 50 € sur Amazon. Donc, je vous l'enverrai chez vous gratuitement. Donc, voilà. Je vous garantis 100%. Donc, vous avez 6 mois de coaching. Si au cours des 6 mois, vous n'êtes pas satisfait de mon coaching, des formations, je vous rembourse, sans discuter. Mais je ne suis pas très inquiet. Si ce que ce soir si ce que vous avez vu ce soir vous a plu, si ma façon de présenter les choses, si les formations vous ont plu, je suis sûr que la formation vous plaira. Donc je ne suis pas très inquiet. Et quant aux résultats par rapport aux outils, alors là, je suis super confiant. Ça fait 25 ans que je pratique le Lean. Je n'ai jamais vu de problème. Si on le fait bien. Encore une fois, si on le fait bien. Donc, à la fin, l'accès à la formation. Pour pouvoir accéder à la formation ce soir, les 10 places, vous allez sur le site bit.ly/cultureline, donc http://bit.ly/cultureline. Je vais vous montrer, je pense que je l'ai quelque part par là. Ouais. Vous allez atterrir sur la boutique du Lean, la voici, et vous verrez la formation en 997 € au lieu de 9 970. Donc la version premium, pour le moment, c'est la version complète avec tous les bonus dont je vous ai parlé. Donc vous ajoutez au panier. Normalement, tout se passe de manière automatique. Vous procédez au paiement. Vous avez la possibilité de payer par PayPal, par carte bancaire, je crois, par virement aussi, je crois. Et puis, je vous donnerai l'accès à la formation dès demain. D'accord, donc c'est assez simple là pour ce qui est de la procédure d'achat. Donc là, c'est un site, c'est un HPTTS, donc il est sécurisé, vous n'avez aucun risque. Il n'y a pas de souci, c'est une boutique qui fonctionne depuis quelques temps, elle marche très bien. J'ai jamais eu de problème par rapport au paiement, etc. Donc ça, c'est pour la formation. Après, pour ceux qui ont besoin de réfléchir, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez télécharger la présentation de ce soir. Je vais appuyer sur le mauvais bouton, c'est ici. Voilà. bit.ly/webinaire pptx. J'ai un doute sur le lien. Là. J'ai un doute sur le lien. Je croyais que c'était Cultureline. Ouais. Non, c'est pas le bon lien. Je crois que c'est ça. On va aller vérifier. Excusez-moi, j'ai un petit doute là. Alors, on va copier le lien. Et puis, on va aller voir si ça marche. Ouais, c'est juste. Donc, c'est bien la version 2. Ouais. Excusez-moi, donc je reviens. Donc, voilà, le bon lien, c'est celui-là. Donc, bit.ly/cl majuscule pptx en attaché, il n'y a pas de point entre les deux. Vous téléchargerez directement la présentation, vous n'avez pas besoin d'entrer votre adresse email, rien du tout, c'est direct, vous téléchargez sur votre disque dur. Ça vous permet de revoir les éléments de ce soir, de réfléchir. Ne prenez pas de temps pour réfléchir parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 10 places. Et que les 10 places, je sais qu'elles vont partir très vite. Et que le plus vite elles sont parties, le plus vite on pourra démarrer le coaching et le webinaire. Ce que je vous propose là, c'est de regarder un peu quelques questions. Alors, on me demande le PPT, je viens de vous le donner. Peut-on parler de 5 S-Lean si on n'utilise que certains S seulement? Eh ben non. Ben non, voilà, c'est des 5 S. C'est comme je l'ai dit pendant la formation, souvent les gens n'utilisent que 3 S. Ben, si on fait du 3S, on ne fait pas du 5S. Donc vraiment, le processus complet, le 5S, il fait vraiment, comment dire, les deux dernières S qui sont la standardisation et le fait de suivre
vraiment le processus qui permet de l'amélioration continue, la standardisation. Donc non, on fait le 5S, on ne fait pas. Il faut démarrer, ce n'est pas un souci de démarrer, de prendre son temps. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5S d'un coup. C'est facile de faire les 3 premiers et les 2 suivants sont plus compliqués, mais c'est la complète. Après, c'est super, bah merci. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Alors, le DMAIC par rapport au PDCA. Alors, le DMAIC, c'est c'est une méthodologie d'amélioration Six Sigma. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que le PDCA, c'est un petit peu plus complexe. Donc, ce n'était pas l'objet de ce soir, hein, mais ouais, c'est un petit peu, on va dire que c'est un peu plus complément, un peu plus complet, un petit peu plus complexe. Le PDCA, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Des MAIC, c'est vraiment dans la gestion de projet. On fait du SPC, donc on fait du Six Sigma. C'est une méthodologie un peu plus complète. Donc, je n'en parle pas du tout dans la culture lean parce que ça fait partie des outils qu'on va mettre en place après. Pour le moment, on va se concentrer sur des choses que tout le monde peut comprendre et utiliser assez facilement. Des MAIC, c'est plus complexe. Peut-on implémenter l'approche dans le contexte d'un projet? Tout à fait, exactement. La gestion visuelle, l'amélioration continue, le PDCA, alors tout à fait, ça s'appelle le Lean Development ou le Lean R&D. Ça marche très bien.